Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour ce webinaire où on va vous parler des différents métiers des ingénieurs et des vétos pour ensuite avoir des échanges avec vous en questions-réponses, mais on va aussi vous parler de la séquence d'entretien avec le jury pour laquelle vous vous préparez activement. Donc, nous allons attendre quelques minutes pour que vous puissiez entrer dans ce webinaire. Et on attend aussi notre présidente, mais je vois qu'elle n'est pas arrivée. Et donc, je propose du coup pour démarrer donc, de vous rappeler que vous avez les possibilités de vous connecter, d'interagir avec nous soit en utilisant le bouton de chat qui est le fil de discussion, soit plutôt en posant des questions, hein, questions-réponses, où là vous pouvez poser toutes vos questions et évidemment nous y répondrons soit au fur et à mesure à l'oral ou à l'écrit. Et donc, dans ce webinaire, nous allons avoir deux temps. Un premier temps pour vous parler un peu de l'entretien avec la jury et la préparation à cet entretien. Et un deuxième temps où nous avons un panel d'alumni de nos écoles agro et véto et qui vous parleront de leur métier et vous pourrez évidemment leur poser des questions en retour. Et pour démarrer, eh bien, nous allons vous accueillir officiellement avec notre Madame de, président, voilà, Madame de Flessel, elle présidente est sous mon nom. On a eu un petit Laurence problème de. Desflesselles, et puis le président de l'Union des professeurs des classes préparatoires BCPST. Donc, Laurence Desflesselles, je vais te renommer et tu peux introduire cette séquence. Oui, merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Laurence de Flessel. Je suis la directrice générale d'Oniris Vet Bio Nantes et je préside également actuellement l'Alliance Agrinium qui regroupe l'ensemble des grandes écoles publiques qui forment des ingénieurs agro et agroalimentaires, ainsi que 3 des 4 écoles nationales vétérinaires. Donc c'est un peu avec cette double casquette de représentation de l'ensemble des collègues directeurs d'établissements publics qui vous proposent ces formations que j'ai le plaisir d'introduire ce webinaire. Webinaire qui est le 3e, si je ne me trompe pas, que nous proposons suite effectivement à des échanges que j'avais pu avoir avec Jean-François Beau qui représente les différents professeurs de vos classes préparatoires. Et donc, on a souhaité vous proposer ces nouvelles modalités un peu interactives d'information à des moments un peu décisifs de votre parcours et de votre réflexion. Voilà, je remercie évidemment tous les intervenants des établissements qui participeront et puis tous nos alumni des écoles qui ont choisi de témoigner de leurs différents métiers. Je voulais surtout vous dire, même si ces moments représentent beaucoup de stress pour vous, ces moments de préparation au concours que vous avez choisi, évidemment, en choisissant de venir en préparatoire BCPST, vous avez choisi des métiers qui sont au cœur de l'avenir, voilà, des métiers autour des territoires, de l'alimentation, de santé, de la santé animale, mais de la santé des hommes au travers du One Health, enfin des enjeux qui sont déjà et qui seront plus prégnants dans nos sociétés et pour l'ensemble des citoyens. Vous ferez l'avenir, voilà, vous serez de grands acteurs et donc, en tout cas, soyez convaincus de ça. Je pense que vous
l'aide déjà. L'idée de ce webinaire, c'est vous avez parfois eu un projet au lycée ou peut-être beaucoup plus en amont qui vous a motivé dans ce parcours quand même académique qui peut être parfois un petit peu difficile. Ce qu'on va essayer de vous faire passer, et puis c'est aussi l'objectif des entretiens un peu nouvelles formules, mais quelque part pour la réussite de votre parcours par la suite, je pense que vous devez rester ouvert et en tout cas ouvert à toutes les possibilités, parce que nos formations, que ce soit les formations d'ingénieur agro ou la formation vétérinaire, vous aurez à acquérir un certain nombre de compétences et à vous ouvrir à toutes sortes de thématiques qui peuvent déboucher sur des métiers différents et pas forcément celui que vous avez en tête au départ. C'est ça la richesse qu'on observe, c'est beaucoup de nos étudiants changent vraiment d'avis, mûrissent leurs projets entre l'idée qu'ils ont en tête à l'entrée à l'école et finalement le premier métier qu'ils vont choisir d'exercer et également tous les métiers, parce que vous êtes de la génération qui aura sans doute plus que la nôtre, des perspectives, de vivre plusieurs métiers dans votre vie et aussi de vous former, tout au long de la vie. C'est aussi, l'objectif, il y a pour vous évidemment un objectif court terme à participer à ce webinaire, mais on souhaite aussi, vous donner cet éclairage, heu et une ouverture d'esprit qui, de toute façon, ne peut vous être que favorable lors, des et heu et de l'entretien. Voilà, je ne serai pas plus longue, je vais laisser la parole, à Jean-François aussi, sans qui, ce webinaire n'aurait pas existé et puis encore merci à tous nos intervenants et puis, à Philippe, qui coordonne la préparation de cet événement. Hmm. Jean-François, tu peux introduire de ton côté. Merci beaucoup, Laurence. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Alors, bien sûr, l'UPA, l'Union des profs de prépa, est très heureuse de participer à l'organisation et puis à la tenue de cette rencontre hein, en partenariat avec Agrenium et puis Uniagro, la Fédération des alumni. Et je tiens à remercier très vivement Laurence de Flessel et puis Valérie Klein pour l'implication de leurs associations, et puis remercier tous les membres d'Agremium qui sont impliqués dans l'organisation, et bien sûr aussi tous les intervenants qui viendront nous apporter leur expérience et leur expertise sur le domaine. Moi, il me semble que cette réunion, elle a un double objectif, et pour prolonger ce que disait Laurence de Flessel, c'est-à-dire qu'il y a un objectif qui est un objectif à court terme. Et l'objectif à court terme, c'est là, lorsque les oraux arrivent, et qu'ils arrivent tôt d'ailleurs cette année, les oraux qui arrivent avec en particulier l'épreuve d'entretien, qui pose un certain nombre de questions, et je vais y revenir juste après. Et puis sur le long terme. Alors le long terme, c'est en particulier, et on se rend compte que c'est une question qui est une question extrêmement importante, qui est celle de l'orientation, qui est celle de l'information, d'autant que effectivement les débouchés sont immenses, très variés, et qu'il y a à un moment donné des décisions à prendre, des choix d'école à faire, et on ne s'est pas toujours posé ces questions-là lorsqu'on est dans le travail quotidien de la prépa. Donc là, c'est un objectif extrêmement important qui est un peu plus sur le long terme, mais qui doit se conclure aussi enfin se conclure. Heureusement, une école ne fait pas toute la vie, mais qui doit trouver un début de solution le 26 juillet, puisqu'il y aura les vœux, et un des objectifs, c'est d'aider à cette à ce choix des écoles. Moi, je voudrais revenir revenir sur le premier, sur le court terme, qui est cette épreuve d'entretien, parce qu'on sent qu'il y a un certain nombre de questions sur cette épreuve. Alors, les questions, elles portent sur quoi? Elles portent sur la nature des jurys, puisque c'est une épreuve qui a été introduite professionnelle. Donc, quels sont les professionnels qui sont dans le jury? Comment ont-ils été, enfin, quels sont leurs attributs? Ça, c'est une première question. Le deuxième point, c'est quels sont les attendus
à savoir qu'il y a une présentation de 3 minutes de la part des candidats. Donc, qu'est-ce qui peut être attendu? Quelles sont les modalités? Comment ça va se dérouler? Et puis, une question aussi qui est importante, qui est l'évaluation, c'est-à-dire comment finalement je suis évalué dans la mesure où l'épreuve, euh, elle dure une dizaine de minutes, hein. Il y a, on le sait, 3 minutes de présentation, 7 minutes d'échange, mais elle compte sur 5 points dans l'épreuve, donc ce qui n'est pour l'épreuve de TIPE, ce qui n'est tout de même pas négligeable. Voilà, donc c'est ce cadre-là qui va nous occuper dans cette première partie de la réunion. On pourrait se référer à la notice, mais la notice sur cette épreuve offre assez peu d'éclairage parce que finalement, lorsqu'on lit, je ne sais pas qu'il s'agit d'approfondir la réflexion du candidat sur ses réflexions d'orientation. Je ne sais pas si on a beaucoup progressé dans l'histoire. Et puis le rapport, on peut toujours se tourner vers les rapports, mais le rapport sur cette épreuve reste relativement succinct. Qu'est-ce que je peux y ajouter encore? J'avais formulé la demande d'une intervention du service des concours pour que soient précisés un petit peu certains caractères de l'épreuve. Pour un certain nombre de raisons, ça n'a pas été possible, même si c'est une réunion qui finalement a pour objet avant tout de donner de la clarté et de distribuer une information identique à tous. Donc, j'ai un peu regretté, je regrette un peu cette absence de présence du SCAF, mais heureusement, nous avons un spécialiste avec nous, quelqu'un qui a beaucoup animé des concours et qui a animé des réunions justement des épreuves d'entretien dans un certain nombre de concours, qui est Jérôme Steff, qui est donc enseignant-chercheur à Bordeaux. Je me permets de le présenter parce qu'on a discuté un petit peu sur ce qu'il convenait de développer et qui m'a indiqué avoir été à de nombreuses reprises membre des jurys des concours licence, qui a été président du jury apprenti et qui est surtout très, très au fait de toutes ces épreuves d'entretien et qui pourra nous donner toutes les clés sur une épreuve d'entretien réussie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut attendre de cela, quelles sont les questions qui peuvent être posées. Et puis, je crois qu'il a rédigé un certain nombre de choses qu'il pourra nous indiquer sur la préparation à un entretien professionnel. Donc, en ce sens, il me semble que ça va être un éclairage tout à fait précieux. Voilà donc ce que je voulais dire. Je laisse maintenant la parole de telle manière à ce qu'il nous éclaire. Merci encore pour l'organisation de cette réunion. Merci à tous. Merci Jean-François. Donc, Jérôme va nous faire une présentation sur ces questions d'attendus pour l'entretien professionnel. Jérôme. Jérôme, on ne t'entend pas. On avait bien testé le son tout à l'heure. Ah, il me semble qu'on... Alors, Jérôme, tu vas tester le son vidéo, le son. Bon, il va revenir parce que effectivement, son son ne fonctionnait pas et comme il est arrivé juste avant le lancement du webinaire, on n'a pas pu tester le son. Excusez-nous, donc il va revenir très vite. Comment? J'espère que ça ne participe pas à ce mystère dont je vais parler tout de suite sur cette épreuve et aux interrogations qu'il y a parfois sur cette épreuve. Ben, peut-être... Là, voilà. Allô? Ah non, mais c'est toujours pareil. Bon, du coup, non, Jérôme, on t'entend toujours pas, mais comment se fait-il? On peut peut-être inverser. Oui, on va inverser. Donc, séquence. Jérôme, tu peut-être trouvé la solution. Pendant ce temps-là, on va commencer la
du coup, la présentation de certains métiers et donc des professionnels qui sont là, qui représentent différentes écoles. Donc, quand vous présentez évidemment votre métier, puis de quelle école vous êtes, puisque il y a un panel de différentes écoles, et donc on va présenter plutôt par secteur professionnel. Et le premier secteur, eh bien, c'est sur la gestion des ressources naturelles, et donc c'est Arnaud qui va commencer donc, pour vous présenter les métiers. Donc, on va présenter les différents métiers et vous pourrez évidemment réagir soit sur le chat, soit en posant des questions à l'écrit. Donc, Arnaud. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez, c'est bon. Ah, c'est merveilleux, on t'entend, Là, ça ça fait va. plaisir. Ok, très bien. Donc, Arnaud Goffier, moi, je suis ENSATien T2003, T03, donc sorti de l'ENSAT en 2006. Et je vais vous parler un peu de mon parcours en ce qui concerne la gestion des ressources naturelles. Alors, on avait quelques questions qui avaient été préparées par Philippe, donc je vais essayer de suivre les questions pour pas partir dans tous les sens. La première, c'est d'écrire mon métier aujourd'hui en quelques mots. Alors aujourd'hui, moi, je suis directeur du Conservatoire d'espaces naturels de Savoie. Un conservatoire d'espaces naturels, c'est quoi? C'est une asso loi 1901, agréée par l'État et par la région. Il y en a 23 en France, qui a pour objectif de protéger la biodiversité, si je synthétise très largement, avec un outil notamment qui est assez puissant, qui est la maîtrise foncière et la maîtrise d'usage. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on fait? On achète des terrains, un peu comme le conservatoire du littoral, même si on n'a pas un outil aussi puissant que la loi littorale derrière nous. Mais on achète des terrains où on signe des conventions avec des propriétaires pour les préserver, par exemple pour mettre des forêts en libre évolution, pour mettre en place des pratiques agricoles durables sur des terres agricoles, pour restaurer les zones humides, etc. Et l'autre pan de notre activité, c'est de la gestion d'espaces naturels. Donc, les conservatoires en France sont les premiers gestionnaires de réserves naturelles, euh, devant Réserve naturelle de France. Enfin, on est membre de Réserve naturelle de France, mais nous sommes les premiers gestionnaires de réserves naturelles, qu'elles soient régionales ou nationales. Et puis aussi tout le panel d'outils réglementaires pour la protection des milieux naturels, que ce soit les arrêtés de protection de biotopes, etc., etc. Voilà en résumé. Donc, mon quotidien en tant que directeur, et finalement, c'est assez éloigné de tout ce que je viens de vous expliquer, puisque en tant que directeur d'une structure d'une vingtaine de personnes, mon job au quotidien, c'est surtout de la RH, de la finance, de la recherche de financement, de la stratégie, du lien avec les élus locaux et nationaux. Et donc, c'est assez similaire à la gestion d'une PME, en fait, hein, d'une vingtaine de personnes, même si on est sous un statut associatif. Donc voilà, au risque d'en décevoir certains, mais c'est inhérent à la position, au job de directeur, quelle que soit la structure. Forcément, à un moment, on en vient à être un peu plus loin du terrain, un peu moins les bottes dans la boue. Donc au quotidien, voilà. Ensuite, les plus, les moins, les atouts de mon job, j'en ai déjà cité quelques-uns. Je suis un peu plus loin du terrain, en effet. Les atouts, c'est que il n'y a pas un jour qui est pareil. Euh, tous les jours sont extrêmement différents. Je vois une variété d'acteurs qui est extrêmement large, que ce soit des politiques, des scientifiques, des agriculteurs, des chefs d'entreprise, des élus locaux, nationaux, etc. C'est assez passionnant. Je mêle des fonctions RH avec des fonctions de management, des fonctions de gestion financière, mais aussi quand même avec une forte base scientifique. Et puis surtout un job qui a du sens. Enfin, ça, c'est de mon point de vue. Mais vraiment un job où je sais pourquoi je me lève le matin et pourquoi je vais bosser. Ça, c'est une profonde motivation. Et je reprends les questions, désolé. Voilà un peu sur les atouts, les contraintes. Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Et sinon, sur la motivation, ce qui m'a motivé dans ma formation en école pour mon métier, qu'est-ce que j'en ai retiré en fait de ma formation? Une immense pluralité, je dirais, et être capable de toucher un peu à tout
et surtout d'avoir une culture générale de base en matière d'agriculture, d'agronomie, de sciences du vivant, d'environnement au sens large, d'écologie, il me sert tous les jours. Et qui me sert d'autant plus que je pense qu'on est dans une société aujourd'hui qui est très déconnectée des enjeux agricoles. Il l'est de plus en plus, et avoir des agros qui sont capables de comprendre à peu près, avoir une vision très systémique des choses et comprendre l'ensemble des enjeux du monde agricole, pouvoir les traduire aussi auprès de diverses parties prenantes, que ce soit des politiques, des chefs d'entreprise, des gestionnaires d'espaces naturels, ça c'est extrêmement précieux et c'est très très puissant pour notre carrière. Moi, je l'ai vu tout au long de ma carrière. Voilà, si j'ai une minute et que je dis un mot par rapport à mes expériences précédentes, j'ai commencé à l'étranger en tant qu'attaché scientifique en ambassade. J'avoue qu'en post-bac, je ne savais pas du tout si je voulais faire Sciences Po ou des études scientifiques. J'ai beaucoup hésité. J'ai fait une prépa, je ne sais pas trop pourquoi. Je l'ai longtemps regretté et finalement, j'ai longtemps regretté de ne pas avoir fait Sciences Po et finalement, je me suis aperçu au bout de quelques années que c'était beaucoup plus simple de rattraper le côté sciences politiques en ayant fait des études d'agro et des études scientifiques que l'inverse. Et ça aussi, c'était un vrai enseignement, mais qui est venu plus tard. Et j'ai commencé à travailler, après être passé à l'international, j'ai commencé à travailler à l'APCA, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, donc Chambre d'agriculture France. Donc vraiment là, du côté hardcore de la profession agricole, très très lié à la FNSEA, euh, au niveau national, avec des gros enjeux politiques, des gros enjeux de plaidoyer, de lobby au quotidien. Et suite à ça, j'en ai eu un petit peu marre. Je suis passé de l'autre côté de la barrière. J'ai rejoint le WWF France pour développer le programme agriculture du WWF France. Et ensuite, j'ai été directeur des programmes pendant 6 ans au WWF sur des sujets là très internationaux avec des projets un peu partout dans le monde. Et j'ai souhaité, pour des raisons personnelles, mais aussi professionnelles, me rapprocher plus du terrain et avoir un poste beaucoup plus technique et proche du terrain. Voilà en quelques mots et très rapidement, et pour pas écouler tout le temps de parole, comment je me vois dans 5 ans, ça c'était la dernière question. Et je dois dire que je n'en ai aucune idée. Voilà. J'ai pris mon poste il y a 1 an, donc je suis encore tout nouveau. Tout change très vite dans le monde dans lequel on va. Il y a des nouveaux enjeux qui émergent. Il y a des enjeux qui sont là pour rester, changement climatique, biodiversité, évidemment. Donc, je pense très sincèrement que je ne m'éloignerai pas fortement de ces sujets-là. Mais ensuite, dans quelle structure, sur quelle fonction, je laisse vraiment les choses très ouvertes. Je pense que je pourrais avoir envie de revenir sur un poste assez technique de consultant sur des enjeux précis, sur des enjeux carbone, biodiversité par exemple, ou revenir sur un poste plus à l'international sur des projets internationaux qui mêlent biodiversité, climat, voire revenir sur des enjeux plus agricoles. Voilà, donc c'est très très ouvert et encore une fois, c'est ce qui fait la force de notre formation d'agro, je pense, c'est de pouvoir nous ouvrir plein de portes. Merci Arnaud, je suis obligé Ouais, non. d'accélérer le mouvement. Tu as une question, si tu peux répondre par écrit concernant ta spécialité. Et je donne tout de suite la parole à Cindy. On va prendre un certain nombre d'alumni et on verra si Jérôme. Excuse-moi, est-ce que vous m'entendez, Philippe, maintenant? Oui, mais on t'entend. Par Parfait. contre, on te voit pas. Mais bon, ça c'est moins grave. On verra si tu peux partager le diaporama. Mais bon, ah si, c'est bon maintenant. OK. Donc, Cindy, on te laisse la parole. 3 minutes, essaye, parce que Arnaud n'a pas Alors, monté trop l'exemple sur la durée, mais c'était intéressant. Mais tout va être intéressant, donc il faut arriver à tenir dans le timing. il y a Merci, des choses Cindy. qu'Arnaud a dites et que je ne redirai pas. Donc moi, j'ai un petit support, donc je vais le partager tout de suite. Donc moi, j'ai pris un angle un petit peu différent. Donc je commencerai par mon parcours. Donc comme vous tous et toutes, j'ai commencé par la prépa BCPST, qui à l'époque n'était pas commune avec Veto, mais j'ai quand même passé tous les concours. Donc je vois à peu près de quoi il s'agit, parce que j'avais passé Veto aussi. J'ai intégré BSA et j'ai profité de la mobilité interécole. Donc ça, c'est aussi intéressant pour faire ma 3e année à l'agro de Rennes en halieutique. Donc comme vous verrez, je ne vois plus beaucoup de poissons aujourd'hui, mais à l'époque, voilà, j'avais une forte passion pour les... Ah ben décidément, ce soir,
Alors, je vais départager. Cindy, tu es revenue ou pas? Bon, bah, excusez-nous, hein, c'est des problèmes techniques ce soir que je ne maîtrise pas, je ne comprends pas. Bon, ben, donc on va revenir à Jérôme, hein, donc on fait des allers-retours, mais Jérôme, parce on doit le libérer un peu avant tout le monde. Donc Jérôme, Vous m'entendez bien là? on t'entend, tu peux partager et on revient sur la préparation à l'entretien professionnel. Voilà. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est une épreuve qu'on a mis en place avec plusieurs collègues de d'autres écoles du ministère pour préparer les personnes de licence à l'épreuve d'entretien. Mais comme l'a dit Jean-François, moi j'ai été jury dans l'entretien de d'autres concours et en fait à chaque fois on attend toujours à peu près la même chose. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas une grille détaillée avec des points, etc. C'est pas mathématique, mais vous allez toujours retrouver en fait les mêmes attentes de la part du jury. Ce qu'on attend, c'est comme quand on est recruteur en fait. Nous, ce qui nous intéresse, on ne cherche pas un profil. Ne cherchez pas à vous mettre dans la peau de il cherche quelqu'un qui est comme ça. Non, il y a plein de profils qui sont intéressants. Il y a plein de métiers différents à l'issue de nos écoles. Et donc, on cherche des personnes avec du potentiel et avec des soft skills assez présentes, des personnes ouvertes sur le monde, un projet professionnel. Et c'est souvent là que vous faites la différence. De la motivation, alors ça, c'est facile de dire je suis motivé. Après, je vais vous montrer comment ça s'exprime et comment vous pouvez le démontrer que vous êtes motivé. Et puis aussi des personnes renseignées. Et vous allez voir que, contrairement aux idées reçues, un entretien, c'est 80% de préparation et 20% de technique orale. Et souvent, on a l'impression que si on est bon à l'oral, on fait un bon entretien. Si vous n'avez pas la base, eh bien, vous ne pouvez pas faire un bon entretien parce que vous aurez beau être un super orateur, vous ne pourrez pas cocher les cases qu'attend le jury et je vais vous les exposer après. Et évidemment, bah, une présentation structurée, des personnes cultivées et de l'authenticité. Encore une fois, il n'y a pas un profil recherché. On ne recherche pas que des leaders qui ont du bagou, etc., qui sont tous capitaines de leur équipe de foot ou de rugby. On cherche des profils différents, mais à chaque fois, on va chercher par contre des gens qui se sont renseignés, des gens qui ont un projet, qui se sont projetés. Ce qu'on veut donc éviter, c'est les discours très stéréotypés, une argumentation superficielle, des projets idéalistes et déconnectés de la réalité. Alors souvent, quand on débriefe entre membres du jury, on a souvent les candidats qu'on appelle entre nous les candidats un peu cuit les petits oiseaux. Hein. Voilà, entre nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a les étudiants, on va les questionner sur leur projet et ils vont nous dire, moi, mon projet, c'est de protéger l'environnement. Et quand on gratte, en fait, on ne sait pas du tout quel type de métier ils peuvent faire. Il y a 50 métiers différents pour protéger l'environnement, mais ils en restent simplement à ça. Donc ça, il faut y faire attention et c'est pour ça que vous devez vous renseigner sur les métiers, les acteurs, les missions, etc. Sur quoi on vous évalue une fois dit ces généralités? Eh bien, grosso modo, on va vous évaluer à chaque fois sur 5 pôles particuliers. Est-ce que vous avez un projet professionnel? Il n'a pas forcément besoin d'être hyper arrêté, d'avoir un métier précis, parce que comme on l'a déjà dit, vous pouvez changer en cours d'école, mais est-ce que vous vous êtes projeté? Est-ce que vous vous êtes renseigné par rapport au métier qui pourrait être fait? Ensuite, on va vous demander évidemment de vous mettre en valeur par rapport à vos compétences personnelles. Qu'est-ce que vous avez comme investissement en dehors de l'école qui démontre eh bien, des compétences personnelles intéressantes? On va voir si vous vous êtes renseigné sur les écoles, parce qu'à un moment donné, on va vous demander de faire un choix d'école et on va vous dire, OK, vous voulez faire ça, mais quelle école vous avez choisi? Et quand quelqu'un me dit, moi, je veux travailler dans l'agroalimentaire, mais on voit que dans ses choix, il n'a pas mis Oniris, par exemple, qui est une école spécialisée dans l'agroalimentaire, on se dit, il n'y a pas de cohérence. Donc, eh ben, on évalue moins bien ce candidat-là. Évidemment, il y a toujours des questions un peu de culture générale, donc ça fait partie de la grille d'évaluation. Et il y a la présentation orale globale. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, je vais vous le mettre ça dans le chat. Je vais vous mettre le support. Alors, je suis désolé, j'ai pas eu le temps de le toiletter parce que on m'a demandé d'intervenir la semaine dernière seulement, mais je vais vous ouvrir ce cours-là où je vous ai mis en fait à disposition une grille d'auto-évaluation
qui reprend justement tous les critères qu'on vient de nommer. Et c'est une grille qu'on a construite avec une dizaine d'enseignants et qui vous permet justement de vous auto-évaluer. Et vous voyez, sur chaque question, par rapport aux 5 thèmes que j'ai mis, ça va vous permettre de savoir déjà quel type de questions on peut poser. Par exemple, sur la connaissance des écoles, avez-vous assisté déjà à une journée porte ouverte? Est-ce que vous avez déjà contacté des écoles? Est-ce que vous connaissez le nom des spécialisations, etc. Je ne vais pas balayer la liste des 32 items. Vous l'avez à disposition, vous pouvez regarder. Quand vous êtes positionné, en deuxième onglet, vous avez un radar qui vous positionne par rapport aux questions que vous avez données. Eh bien, est-ce que vous êtes à l'aise en présentation orale sur votre projet professionnel, sur la connaissance des écoles? Et ça va vous permettre de vous dire quels sont mes points faibles et qu'est-ce qu'il faut que je travaille pour l'épreuve d'entretien. Voilà, donc ça, c'est un premier test de positionnement. Ensuite, qu'est-ce qu'on attend par rapport à vous? Déjà, pour un bon entretien, il faut que vous ayez du fond. Si vous n'avez pas de fond, eh bien, à un moment donné, vous ne savez pas vraiment où aller et du coup, l'entretien, il est un peu déstructuré. Et puis, vous sortez de l'entretien, il ne faut pas oublier que c'est un concours. Donc, par rapport à d'autres qui ont travaillé et qui ont un projet, qui sont capables de l'expliquer, forcément, vous êtes pénalisé. N'oubliez pas que ce n'est pas une épreuve comme une autre, c'est un concours et donc souvent on évalue par rapport aussi aux autres candidats. Et donc sur le support de cours que je vais mettre à disposition, par exemple, vous trouverez ce nous on a appelé un livret du candidat. C'est un peu quelque chose à remplir qui va vous aider en fait à préparer tout ce que vous allez pouvoir dire dans l'entretien. Et donc, il y a quelques questions qui vous aident à vous positionner. Est-ce que vous avez déjà imaginé un métier? Qu'est-ce qui vous attire dans ce métier? Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre parcours qui pourrait me rassurer sur votre capacité à faire ce métier? Est-ce que vous connaissez ce métier? Est-ce que vous êtes capable de décrire les missions? Est-ce que vous êtes capable de définir les 2 ou 3 compétences principales du métier que vous ciblez ou du domaine d'activité? Et puis ensuite, vous pouvez le faire sur 1 ou 2 fiches métiers. Et puis ensuite, quelles écoles vous avez choisies, pourquoi? Et là, souvent, on voit des gens qui se sont juste renseignés. Globalement, je monte à l'école parce qu'elle est bien classée. Oui, mais par rapport à votre projet, est-ce que cette école, elle propose des contenus de formation qui sont en adéquation avec votre projet? Et là, on a 2 catégories clairement de personnes. On a celles qui se sont renseignées, qui ont fait ce travail de préparation. Et puis, il y en a d'autres qui s'arrêtent vraiment à l'aspect superficiel. Eh bien, très souvent, il y a une différence très notable de notation entre ces 2 types de candidats. Voilà, donc je ne rentre pas dans le détail du livret parce que tout ça, on n'a pas le temps. Là, je vais faire une présentation courte, je préfère laisser le temps à des questions. Et dernier point, c'est qu'un oral, du coup, ça se prépare. Moi, par exemple, à chaque fois que ça m'arrive de préparer des étudiants à l'oral, on ne fait jamais de répétition d'entretien avant 3 semaines, parce que je leur demande de travailler sur le fond pendant 3 semaines, et après, on fait une simulation d'entretien. Alors vous n'aurez pas l'occasion de faire des simulations d'entretien. Par contre, ce que j'ai mis à votre disposition, dans préparation à l'épreuve d'entretien, vous avez un onglet avec simulation d'entretien. Et là, on vous a mis 3 simulations d'entretien. Donc c'est un vrai entretien. Alors on vous a mis un entretien au format licence, donc c'est pas celui qui dure 10 minutes, mais le principe est le même, c'est plus condensé. On vous a mis un entretien avec le jury et on vous a mis, je ne vais pas vous passer la vidéo, mais voilà, au fur et à mesure de l'entretien, on vous met les notes que prend le jury, en positif et en négatif. Et ça va vous permettre de voir comment votre discours est perçu par des membres de jury. Voilà, et ils vont nous exposer leur projet, leur métier, et vous avez les réactions en live du jury, et vous avez à la fin le récapitulatif de qu'est-ce qu'on a pensé, de bien, de moins bien, etc. Et quelle note on lui a mis sur 20 par rapport à sa prestation. Et ça va vous permettre, au moins avec ces 3 vidéos, déjà de voir un peu quel type de questions on peut poser, et puis surtout, qu'est-ce qu'on attend quand on est jury et comment on perçoit vos réponses. Et ça, c'est important parce que ce qu'il faut que vous fassiez, c'est pour être bon en entretien, c'est que vous arriviez à vous mettre dans la peau de celui qui va vous écouter et de vous dire, voilà, qu'est-ce qu'il attend? Parce que si vous savez ce qu'il attend, vous allez structurer votre discours plus efficacement pour lui donner les réponses attendues. Donc voilà, donc ça,
pour terminer, l'accès au support présenté. Je vais vous mettre le lien dans le chat. C'est un cours Moodle qui est en accès libre. Donc, vous pouvez y aller, vous pouvez télécharger les ressources, vous pouvez regarder les vidéos d'entretien. Je le laisserai en ligne jusqu'à fin août. Hein. Donc, voilà, il n'y a pas besoin d'inscription. Vous pouvez y accéder. Et dedans, vous retrouverez donc les 3 vidéos avec le débrief du jury. Vous retrouverez la grille d'auto-évaluation. La grille d'auto-évaluation, vous pouvez l'utiliser soit pour vous auto-évaluer, soit pour comprendre aussi quels sont les critères qui sont en fait ceux des membres de jury. Et c'est important de savoir sur quoi on vous évalue avant de passer un entretien. Voilà, je vais peut-être maintenant répondre aux questions. Hein. Je ne vais pas être plus long pour tenir le temps. Merci beaucoup, effectivement, mais peut-être que est-ce qu'il y a des… Donc, remets bien dans le chat. Du concours. Allô? Oui, remets bien dans le chat. C'est fait. Et puis, est-ce que les questions, pour l'instant, c'était hyper clair. En plus, la question, c'était est-ce qu'on peut avoir le lien vers les ressources? Maintenant, tu l'as mis. Je ne sais pas, peut-être si tu peux rester encore un petit peu en quelques minutes. J'ai annulé ma réunion suivante, donc je reste avec vous, Philippe. Ah bon, alors comme ça, donc pour tout le monde, si vous avez des questions à poser sur l'entretien avec le jury, vous pouvez le faire au fur et à mesure et on y répondra au fur et à mesure. Donc on va revenir sur les interventions de nos professionnels métiers, agro-véto, et on finira par un temps de questions-réponses plus général. Donc Cindy est revenue. Oui. Est-ce que, alors là, effectivement, tu remets ton diaporama et j'ai peur que le diaporama refasse. Non, en fait, j'ai eu un problème local, je pense, de réseau. C'est bon? Vous m'entendez? Bon. Vous voyez? Oui, oui. Ouais. Donc du coup, bon, je ne sais pas du tout où ça a coupé. Donc voilà, rapidement, moi je suis ingénieure agro, de Bordeaux Sciences Agro avec une spécialité halieutique, donc tout ce qui est économie et sciences des produits de la mer faites à l'agro de Rennes, promo 98-2001. Donc moi, je ne savais pas bien, comme certains d'entre vous, certainement ce que je voulais faire en prépa, mais c'est vrai que voilà, j'ai fait le choix de passer les 2 concours. In fine, j'ai plutôt fait le choix de rentrer dans une école très polyvalente, présentée comme telle d'ailleurs à l'époque, et dans les propos introductifs, ça a bien été dit, voilà, les sciences de l'ingénieur, les sciences du vivant au global. Ce qui m'a permis d'abord d'entamer une carrière tout à fait classique dans nos sorties d'école, d'OPA, hein, d'organisation professionnelle agricole, donc plutôt syndicale, et une structure qui a disparu depuis, qui s'appelle une ADASEA, donc au contact des agriculteurs dans leur parcours d'installation et de transmission. Et puis très vite, finalement, au contact des territoires, ce qui n'était pas ma spécialité de départ. Mais force est de constater que quand on est ingénieur agro, on s'est manipulé du SIG tout autant que de l'économie locale. Et ça m'a amené à finalement élaborer les volets agricoles des documents d'urbanisme de certains territoires, que ce soit des parcs avec les projets de charte, comme à l'époque l'émergence des SCOT, donc ce sont des documents d'urbanisme qui amorçaient leur prise en compte de la dimension agricole et ce qu'on appelait les aménités de l'agriculture dans le développement rural. De fait, je me suis dit que c'était très intéressant d'aller voir ce qui se passait de l'autre côté, donc j'ai passé un autre concours, donc voilà, c'était pas la fin de votre vie de concours, pour entrer dans la fonction publique territoriale et intégrer à ce moment-là une très grosse collectivité, mais qui est devenue encore plus grosse après, qui était la région Languedoc-Roussillon. Puis la région Occitanie, donc parmi les plus grosses régions de France, a des fonctions très développement des filières. Donc là, l'enjeu, c'était de capitaliser sur les compétences que vous allez acquérir dans votre parcours, que ce soit en matière d'ingénierie de projet, hein, donc de méthode, comment on conduit un projet, comment on règle les problèmes et qu'on découpe en petits morceaux pour trouver des solutions, et aussi comment on aménage les territoires en prenant en compte la dimension agricole et la dimension filière. Donc j'ai fait ça pendant presque 15 ans, donc de façon très investie, avec aussi une dimension aussi forte du service public, puisque là je rentrais dans une collectivité, donc à la différence du domaine des organisations professionnelles agricoles.
et avec aussi une dimension très vaste de la politique publique qui allait du local à l'européen, puisqu'à l'époque, je gérais les premières délégations de gestion que l'État confie aux régions pour gérer les fonds européens, donc avec une grosse dimension également gestion de fonds européens. Et puis en 2018, j'ai eu une proposition qui m'a tentée, qui était de revenir à un niveau plus terrain, justement, au niveau communauté de communes. Tout en sachant que communauté de communes et régions, en termes de collectivité territoriale, sont assez similaires dans les compétences qu'elles gèrent, c'est-à-dire gestion de projets d'aménagement, de construction et de compétences directes, mais également gestion très économique, donc vraiment une transposition assez forte. La grosse différence, c'est que j'étais entourée de plein d'ingénieurs agro en région et que je suis la seule aujourd'hui dans ma collectivité et je suis DGS. Donc, qu'est-ce que c'est une DGS? Une directrice générale des services. Donc, un peu comme mon collègue précédent, c'est une fonction de direction, donc c'est une fonction qui va appeler à beaucoup de management. C'est un peu comme cette petite fille se rend compte quand elle pose la question à sa maman, mais que fais-tu dans la journée? Et en fait, je gère tout autant les projets d'urbanisme, puisque j'ai un service urbanisme, je gère 240 agents qui vont aller de la gestion de la collecte des ordures ménagères à la gestion des piscines, à l'aménagement de places publiques, au projet alimentaire territorial du territoire, comme par exemple les politiques d'habitat. Voilà, c'est très varié. J'ai un rôle de chef d'orchestre, d'interface élu-terrain. J'ai les mains dans la réalité, on va dire, ça c'est très concret. Et je fais également, et ça c'est très intéressant, et c'est la polyvalence aussi que l'on peut capitaliser dans nos parcours, ce qu'on appelle aujourd'hui pompeusement du design de service public, mais grosso modo, c'est inventer le service public de demain, et donc toujours penser à l'usager, ce qu'on fait, à quoi ça sert, pour qui va l'utiliser, et quels seront les impacts futurs. Concrètement, nos parcours à nous, et ce qui m'a motivé, attends, je vois que je passe pas après, ce qui m'a motivé doublement dans le parcours d'ingénieur agro, très clairement quand je suis recruteur aujourd'hui, je suis très contente de voir des ingénieurs agro postuler, parce que je sais que je vais trouver des gens très agiles et polyvalents, qui vont être très pragmatiques et très dans le concret. Et honnêtement, en tant que recruteur, je vois très bien que dans les formations qui amènent les candidats vers moi, toutes ne disposent pas de cette même agilité. Donc je pense que vos formations, quelles que soient les spécialités dans lesquelles vous vous engagerez, vous apporteront cette dimension. Donc ça, c'est très intéressant. Et en effet, avec une dimension très concrète, très réaliste, comme peut être quand même la discipline de l'agriculture, de l'agroalimentaire ou des sciences vétérinaires, à un moment où on parle de choses très, très réelles, et donc on est obligé d'aller dans le concret. Les enjeux de mon métier, alors ils sont doubles. Les directeurs, et je dis bien les directeurs généraux de services des collectivités sont aujourd'hui globalement des hommes. Donc je sais que la filière agro a entamé son tournant depuis un moment de sa féminisation, et je vous encourage toutes à aller vers des postes de directrice, puisqu'aujourd'hui nous ne sommes que 25% à être directrice de PCI. Donc voilà, tentez l'aventure. Sont des métiers très polyvalents, comme mon prédécesseur. Vous l'avez vu dans les agents que je gère, ça va m'amener à forcément arbitrer des problèmes qui sont vraiment d'ordre très différent en termes de compétences. La réalité de ma compétence, c'est effectivement du management, à la fois du management, bien sûr, de ressources humaines, mais aussi de moyens, et surtout vraiment cette méthode projet. Donc, j'insiste vraiment sur la capacité que l'on a quand on sort de nos écoles à avoir cette vision très pragmatique de nos métiers, quelles que soient les disciplines. Dans les contraintes, peut-être juste dire qu'il faut quand même croire un petit peu dans le service public, hein, voilà, on est très confronté au choix collectif, à l'intérêt général, donc il faut arbitrer les choix dans ce sens. Une très grande disponibilité dans les fonctions de direction, bien sûr. Et puis, une contrainte quand même, aujourd'hui, la fonction publique est en train d'évoluer, mais pour l'intégrer, il faut à nouveau repasser des concours, et pour évoluer d'ailleurs aussi. Donc voilà, ça reste aujourd'hui un des freins à l'accès à la fonction publique. Ceci étant, vous êtes les mieux formés pour accéder à ces concours. Et en général, là aussi, les ingénieurs agro performent dans le concours d'ingénieur territorial. Voilà, je répondrai avec plaisir à vos questions après. Merci beaucoup. Eh bien, donc, n'hésitez pas à poser vos questions par écrit. Et on continue, on passe donc on est plutôt dans le secteur aménagement, développement économique, mais aussi lien avec le service public. Et on passe au secteur de l'agriculture, hein, donc on défile l'agriculture, l'alimentation, la santé, etc. Et donc là, sur l'agriculture, Pierre Arthur, qui lui est dans le monde de la viticulture, va pouvoir nous faire son témoignage.
Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? On t'entend bien. Ok, très bien. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Pierre-Arthur Stamler. Je suis régisseur donc actuellement sur un domaine viticole. Régisseur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait que je gère toute la partie production donc sur le domaine de la vigne jusque donc le vin et la mise en bouteille derrière. Donc voilà, il y a beaucoup d'opérations différentes. C'est un boulot qui est très varié, on va dire, où on est en hiver, donc on va être dans la période plutôt de dormance de la vigne, on va faire la taille, ce genre d'opération. Après, on va avoir le débourrement pour ceux qui connaissent et derrière la pousse de la vigne qui va nous astreindre à d'autres tâches de travaux en verre et de travaux mécanisés. Et derrière, la récolte, la vinification et donc la production du vin. Donc voilà, ça c'est vraiment une branche de la profession, enfin du corps de métier qui est possible avec comment dire, mon diplôme. Parce qu'en fait, donc j'ai fait Bordeaux Sciences Agro, qui est une école qui propose le double cursus à la fois ingénieur agro et œnologue. Il faut savoir que sur le concours agro-véto, les deux seules écoles qui proposent ce double cursus sont Bordeaux et Montpellier, si ça n'a pas changé depuis que je suis diplômé. Donc ce cursus en 3 ans avant, maintenant 4 ans, permet d'avoir le double diplôme, la double qualification et vous ouvre un peu toutes les portes des métiers en lien avec le vin. Donc moi, je suis parti en production parce que c'est vraiment ce qui me plaisait d'être sur le terrain, d'être directement sur une exploitation en responsabilité, pouvoir choisir les itinéraires techniques et influer là-dessus. Mais il y a aussi d'autres postes plus de conseil, de notre conseil, souvent en libéral ou même on peut rattraper des parties commerce. Enfin voilà, ça ouvre vraiment tous les différents grands secteurs autour de la vigne et du vin. Et donc, si je dois parler un peu des atouts de mon travail, je pense que c'est avant tout cette complémentarité entre à la fois un travail qui est très technique, où il y a beaucoup de savoir-faire, de connaissances théoriques pures à avoir et scientifiques même, et à la fois en même temps, on est toujours sur le terrain, c'est très manuel. Pour ceux qui ont envie de concilier vraiment le manuel, le pratique, sans délaisser le côté intellectuel, ça fait partie de ces jobs où on arrive à concilier les deux, et ça, je pense que c'est vraiment une chance. Voilà, moi, j'ai pas une journée qui ressemble à l'autre à la vigne. Et on travaille toute l'année plutôt d'arrache-pied, surtout avec la météo qu'on a en ce moment. Je pense que vous avez tous dû voir les orages qu'on a, ça nous force, nous viticulteurs, à travailler 2 fois plus. Mais derrière, c'est pour récolter la vendange et faire du vin. Et c'est aussi un beau produit derrière. Donc, c'est un métier passion. Je pense que c'est ça qui prime aussi dans la profession, c'est la passion. Et on rencontre aussi beaucoup d'autres passionnés comme nous. Et donc, c'est un métier dans lequel on s'épanouit fortement. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres points auxquels j'ai pas répondu. Non, Euh, non, c'est très bien. De toute façon, là, les participants posent des questions. Donc, si tu peux. Ah oui, mais toi, tu es sur ton portable, ça va être difficile de répondre je peux, à j'ai l'écrit. le chat, je crois. Ouais, j'ai D'accord. accès au chat. OK. Mais voilà, si, juste pour finir, c'est un job quand même enfin, c'est des métiers où, voilà, pour être honnête, il y a quand même en général des grosses amplitudes horaires, hein, surtout en période de pic. La vigne, c'est la vigne qui nous contraint. Donc, quand elle pousse, on doit être là, on doit répondre présent. Après, on a des périodes un peu plus mortes, entre guillemets, où on va pouvoir être plus tranquille, mais il y a des périodes d'activité forte, notamment bah, là, on en sort mai-juin
et après sur les vendanges. Mais voilà, derrière, c'est comme je disais, des métiers passion et je suis très content là où je suis actuellement. Vous voyez, j'ai le beau soleil montpelliérain de mon côté. Et voilà, donc 2 écoles sur l'agro qui proposent ce double cursus, donc Supagro et BSA, voilà, qui font gagner quand même 1 an et qui permettent aussi la vigne. C'est présent dans énormément de régions en France, mais aussi à l'étranger. J'ai eu la chance au cours de mon cursus de pouvoir faire une année de césure où je suis parti en Afrique du Sud. Donc, c'est quand même des expériences assez incroyables. Voilà. Merci Pierre Arthur, merci pour ce témoignage effectivement directement de la nature. Et donc on va continuer avec Margot, Margot Russalen, qui elle va se présenter aussi. Oui, Juste n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure, hein, parce que finalement les intervenants au fur et à mesure répondent quand vous avez des questions plus directes sur chacun. Donc Margot. ouais, vous m'entendez bien, tout est Oui, bon. oui, 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 tout est bon. Hein. Nickel. Donc, bonjour à toutes et à tous. Margot Rizelen. Donc, je suis originaire du Sud-Ouest. Moi, à la base, pour une petite présentation de parcours, j'ai réalisé ma classe préparatoire à Pau avant de faire la grande diagonale pour aller à l'ENSAIA. Donc, je suis diplômée de l'ENSAIA de Nancy depuis 2021, rentrée en 2017, avec donc un cursus en 3 ans plus 1 an de césure que permet l'école pour explorer le monde et explorer le monde aussi du travail par des stages afin de se professionnaliser. Donc, je suis ingénieure agroalimentaire avec une spécialité en management et compétences en gestion de projet, donc, qui est une des spécialités de l'ENSAIA. Cette spécialité m'a permis d'avoir des compétences pour le pilotage et le suivi de projet, animer un groupe, engager des collaborateurs, faire des ateliers d'intelligence collective pour faire émerger des idées donc en commun. Petit aparté pour l'ENSAIA, donc c'est une école qui a un cursus et agro et agroalimentaire, donc, et agronomie et agroalimentaire, notamment avec un tronc commun, un choix qui se réalise pendant le 2e semestre de la première année. Donc ça aussi, ça laisse le choix pour échanger avec les personnes de l'école pour aussi prendre cette décision là-dessus. C'était pas forcément mon but. Moi, j'avais vraiment envie de faire de l'agroalimentaire. Donc j'ai ensuite, après mon diplôme, j'ai été embauchée dans une entreprise en tant que chargée de développement de produits, où là, en fait, je lançais des nouveaux produits sur le marché qui étaient des croquettes pour chiens et chats à base de farine d'insectes. C'est une petite entreprise, donc l'idée c'était de mobiliser mes compétences que j'avais acquises en agroalimentaire, en tant que en qualité, en procédé industriel, les transformations de produits, en marketing et étiquetage, etc. Donc vraiment des sujets plutôt à dominante agroalimentaire. Et donc en tant que petite entreprise, voilà, beaucoup de choses à faire. Donc en ça, le profil ingénieur est très sollicité et caméléon là-dedans. C'était bien pour moi, mais j'ai rejoint une entreprise. Enfin, c'est même pas une entreprise, c'est un établissement qu'a mentionné le premier intervenant, Arnaud. Donc j'ai rejoint la PCA, donc Assemblée permanente des chambres d'agriculture. Aujourd'hui, ça s'appelle Chambre d'agriculture France, qui se situe à Paris. Donc les chambres d'agriculture sont des établissements avec un statut original. Ce sont des organisations consulaires, c'est-à-dire que ce sont des organisations qui ont un statut d'établissement public, mais qui sont pilotées par des élus professionnels, donc du monde agricole. Et les élus professionnels sont donc en partie des agriculteurs. Il y a d'autres structures qui existent. Si je fais un peu de pub pour le monde agricole et ses structures, donc les CIVAM, d'autres organismes nationaux à vocation agricole. Et donc j'ai rejoint CDA France pour vous parler de mon poste aujourd'hui sur la thématique des circuits courts et donc des produits fermiers.
Donc c'est une thématique qui m'anime puisque j'ai trouvé beaucoup de sens, et notamment avec cette transversalité qu'on a avec le monde de l'agronomie et le monde de l'agroalimentaire, puisque les producteurs fermiers qui veulent avoir une activité de diversification doivent créer des mini industries alimentaires chez eux, hein, pour transformer les produits de leur ferme. Donc voilà, là j'ai retrouvé ce côté agroalimentaire, et en même temps ça a pu ravir mon envie en fait de revenir sur des problématiques qui étaient plus proches des enjeux du côté des enjeux agricoles en fait, et des enjeux beaucoup plus concrets. Donc voilà, en ça je suis ravie. Donc c'est un deuxième chapitre pour moi en tant que professionnelle depuis 2021. Donc ça montre bien que les ingénieurs sont des personnes résilientes. Je rejoins tout à fait ce que disait Cindy tout à l'heure sur le fait que on a un bagage scientifique solide, on a des capacités à apprendre vraiment rapidement, des capacités de synthèse, là en cas qui sont nécessaires pour faire des rendus, notamment au ministère, aux élus, et des capacités de savoir-être pour notamment animer un réseau aussi grand que le réseau que j'anime aujourd'hui, qui est à peu près de 300 conseillers qui sont spécialisés sur le territoire français, donc en diversification, c'est-à-dire sur la thématique des circuits courts, la production, la transformation, la commercialisation à la ferme. Donc là-dedans, c'est ça, l'animation du réseau. Il y a aussi une veille réglementaire qui doit se faire sur ce volet de transformation sanitaire, accompagner les élus dans la représentativité, dans la représentation des intérêts des agriculteurs auprès des pouvoirs publics. Je suis notamment en lien avec les ministères de l'Agriculture en ce sens. Et puis aussi intégrer les chambres d'agriculture dans tout le réseau qui existe, de professionnels qui existent et qui travaillent sur les circuits courts aujourd'hui. Donc voilà, il y a plein de sujets, et je ne vais pas m'étendre sur tous les sujets des circuits courts, mais c'est en fait un Merci volet assez Margot. riche. Merci Margot. Effectivement, l'objectif de cette réunion, c'est de montrer la diversité, la très grande diversité des métiers auxquels préparent les écoles agro-véto. Et donc, on a ici que 11 exemples, mais déjà, vous voyez cette diversité. On va terminer sur le secteur plutôt agricole, mais avec une autre entrée qui est une entrée sur la santé végétale, donc avec Marie Pouderous, qui va, elle, se présenter. Marie. Bonjour à tous. Moi, je suis Marie Pouderous, je suis coordinatrice technique chez Biodeva. Donc, déjà, à la base, j'ai fait l'ENSAT, comme Arnaud, mais je suis de la promo T16. Et aujourd'hui, je suis coordinatrice technique pour une entreprise qui produit des biostimulants donc pour améliorer la vitalité des cultures. Et on travaille sur toutes les cultures. Au quotidien, en fait, mon métier, c'est que je vais réaliser et assurer le suivi de toutes les expérimentations qu'on peut faire sur toutes les cultures, donc sur de la pomme de terre, de la vigne, des pommes, voir quel type de produit et quel mode d'application permet d'améliorer la productivité, donc le rendement final et aussi la qualité de la production. Là, aujourd'hui, par exemple, j'ai une centaine d'essais en cours à travers le monde que je gère. J'assure aussi toutes les réunions avec des partenaires techniques, avec des partenaires de recherche. On a des partenariats de recherche avec différents laboratoires, avec l'INRA par exemple, et avec les partenaires commerciaux qui ont besoin d'un support technique sur tous ces sujets-là. Et en parallèle, je m'occupe aussi de fournir tous les argumentaires et toutes les données nécessaires pour faire des communications dans les magazines, publication LinkedIn, publicité dans les magazines également. Voilà. Pour moi, ce métier-là, les atouts principaux, ça va être la variété d'activités dans la même journée. Si on prend aujourd'hui, j'ai commencé par écrire un protocole pour un essai en vigne. Après, j'ai mis des bottes et je suis allée visiter un essai maïs. Je suis rentrée dans mon bureau, j'ai travaillé sur un essai pomme de terre. Et juste avant cette réunion ce soir, j'ai préparé ma réunion de demain sur des agrumes et de l'olive. Donc, il y a vraiment une grande diversité d'activités. Ça me permet aussi de pouvoir aller sur le terrain
toute la semaine et tout au long de l'année. Je passe plus de la moitié de ma semaine dans les champs. Et ça, que ce soit du mois de janvier au mois de décembre, c'est pareil. Donc, moi, je trouve ça très enrichissant. C'est quand même une contrainte parce que du coup, il n'y a pas vraiment de période creuse et au niveau de la fatigue, c'est pas toujours facile à gérer. Mais c'est quelque chose qui est très enrichissant de pouvoir échanger avec les agriculteurs sur toutes les cultures toute l'année. Et donc, à la base, moi, j'avais fait une prépa pour devenir veto, comme beaucoup de gens. Sauf que le concours en a décidé autrement. Et donc, je suis arrivée en école d'ingé. J'avais choisi l'ENSAT parce qu'il y avait une grande diversité de spécialisations proposées. Et comme je ne savais pas trop aller, je m'étais dit peut-être plus l'agroalimentaire. Ça, l'ENSAT me permettait d'avoir un peu de temps pour vraiment découvrir tout et choisir plus tard. Et en fait, très rapidement, c'est tous les cours de protection des cultures qui m'ont vraiment plu et intéressée. Donc, j'ai fait mes stages en recherche dans la lutte contre les maladies, en kiwi et en tomates. Ça m'a énormément intéressée. Donc, j'ai creusé encore sur ces domaines-là. Et ensuite, j'ai commencé à travailler dans une entreprise qui produit des herbicides sur les céréales. Donc, j'ai fait du blé au début. Et puis après, je suis même passée par une start-up dans la tech qui a fait une application mobile. Donc, rien à voir vraiment avec concrètement les cultures, mais c'était très intéressant aussi et très enrichissant. Et voilà, aujourd'hui, j'en suis là dans les biostimulants. L'objectif, globalement, c'est ce que tout le monde a dit depuis tout à l'heure. Un ingénieur agronome, finalement, il peut faire tout ce qu'il veut. Et il n'y a pas vraiment de barrière. Donc, je m'en mets pas non plus. Et moi, mon objectif, c'est de pouvoir continuer tout le temps à apprendre sur toutes les cultures, sur les solutions qu'on peut apporter à l'agriculture. Parce qu'il y en a beaucoup et c'est un milieu qui évolue énormément. Et moi, c'est ça que je recherche. Merci Marie. C'est bien, effectivement, tu es un des exemples d'alumni qui, à un moment donné, voulait faire veto, mais qui finalement a trouvé sa voie dans la santé, mais dans la santé végétale. Et donc, c'est intéressant aujourd'hui, d'autant plus que la question de la santé globale est à l'ordre du jour pour de nombreuses décennies à venir. Et donc, la santé de l'environnement, la santé du sol, la santé végétale, la santé animale, la santé humaine, tout se tient. Et donc, effectivement, du veto à la pathologie végétale, il y a il y a des liens forts qui peuvent C'est ça. exister. Eh bien, maintenant, du coup, ça fait le lien avec les questions d'alimentation santé. Et là, on a trois intervenants. Donc, on va commencer par Ginger, qui est responsable de recherche-développement. Elle va nous parler de son entreprise. Ginger, Alors, bonjour à tous, vous m'entendez bien? très bien. Parfait. Alors moi, je viens de l'ENSAIA aussi, comme Margot. Donc, elle vous a déjà bien présenté l'école. Donc, je fais partie de la même promo qu'elle, donc en 2017, et donc diplômée donc en 2020. Je l'ai fait sur 3 ans, pas d'année et pas de visite du monde pour moi. Donc, j'ai été diplômée donc en 2020 avec une spécialisation en formulation alimentaire et un double diplôme en nutrition, alimentation et cosmétique. Donc, ce qui m'a ouvert la porte donc à tout ce qui est donc recherche et développement, gestion de projet, création de recettes, pour faire court. Et donc, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Nestlé Waters, donc Nestlé, spécialisé dans les boissons. Donc là, vraiment un stage de recherche pure et dure sur les boissons de manière générale, avec des grandes connaissances du coup en analyse sensorielle. Et ensuite, donc, j'ai eu le poste, on va dire, de chef de projet R&D pour l'Orina. Donc, je pense que vous connaissez tous plus ou moins, au moins de vue, c'est la limonade française en bouteille en verre qu'on peut retrouver n'importe où en grande surface et qui détient aussi la marque Crazy Tiger, qui est le concurrent de Red Bull ou Monster Energy. Et donc aujourd'hui, je crée les recettes pour ces deux marques, qui sont deux marques françaises pour le coup. Et donc, mon boulot de tous les jours, c'est principalement de la gestion de projet, donc avec beaucoup de collaboration avec tous les services de l'industrie agroalimentaire, que ce soit donc les services au sein de l'usine, donc la production, la qualité, la logistique,
mais aussi tous les autres services qui sont plus du coup le marketing, les commerciaux, la finance, etc. Donc c'est vraiment de la collaboration avec tous les services qu'on peut retrouver dans l'industrie agroalimentaire. Et donc mon boulot, on va dire de tous les jours, c'est la création de recettes. Donc je suis à la fois au laboratoire à développer les recettes, à contacter les fournisseurs pour avoir les bons arômes et créer donc les recettes que les consommateurs attendent pour l'année suivante. Tout ça en respectant donc un coût, des délais, les délais entre le moment de fabrication, le moment de rendez-vous client et puis les délais pour lancer le produit finalement en magasin. Et donc voilà, donc on a aussi donc tout ce qui est mise en place sur ligne des produits, de l'étiquetage, de l'analyse sensorielle pour déterminer par exemple la durée de vie des produits. Voilà, donc et beaucoup aussi de réglementaires par exemple pour lancer n'importe où dans le monde aussi nos produits. Donc il faut aussi s'adapter aux réglementaires de chaque pays. Globalement, les atouts, je dirais que c'est la satisfaction de voir un produit qu'on a développé et qu'on a passé 1 an à créer, arriver sur le marché et puis voir les consommateurs le consommer. Participer à des séminaires, en apprendre tous les jours sur les aliments, les interactions entre les ingrédients, et puis voilà, avoir toute cette partie créativité tous les jours à mettre en place. Et d'un point de vue contrainte, je dirais tout l'aspect résilience, parce qu'en R&D, c'est pas simple, on va dire, tous les essais ne marchent pas du premier coup. Donc, on se retrouve à passer du temps à faire des essais, à mettre en analyse sensorielle, et ça marche pas toujours. Donc, voilà, il faut être résiliente. Et voilà, il faut savoir aussi travailler en équipe. Et voilà, il faut s'adapter aussi aux personnes avec qui on travaille. Ce qui m'a motivée dans ma formation, je dirais que c'est l'analyse sensorielle, tout ce qui est gestion de projet. Et comme l'a dit la plupart des alumni avant moi, on a appris cette faculté à collaborer, à travailler en équipe et avec une grande connaissance dans tout le domaine, donc industrie agroalimentaire ou même agricole, ce qui est très intéressant pour notre boulot aujourd'hui. Et comment je me vois dans 5 ans? Je sais pas trop. On verra un petit peu où l'avenir me porte aussi. Pourquoi pas tenter une autre expérience en dehors des boissons. Et puis peut-être être responsable d'une plus grande équipe parce qu'aujourd'hui, je suis juste responsable d'une apprentie. Voilà. Et pour les intéressés, j'ai donc aussi, je viens de la prépa BCPST Henri Poincaré de Nancy. Donc j'ai fait tout mon cursus, y compris la prépa à Nancy. Merci Ginger, merci beaucoup. Et donc là aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nos intervenants y répondent au fur et à mesure. C'est très bien, j'espère que vous y avez tous accès. Et on va laisser maintenant la parole à Pierre-Marie, qui lui va parler de sa vie à BioHello. Oui, bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, oui. Euh, donc moi, je vais peut-être commencer par dire que je pense que j'aurais peut-être pas été très bon à l'entretien qui a été présenté auparavant, puisque mon projet pro était pas forcément d'une limpidité incroyable. Euh, j'ai fait plutôt une prépa bio par appétence autour des sciences et du vivant. Et après, ensuite, j'ai intégré donc l'école de l'Agro Toulouse en 2001. Euh, L'école, ce que j'en retiens, c'est en effet la pluralité des disciplines. Et il y a plein de cours que j'aimerais refaire aujourd'hui, maintenant que j'ai compris réellement toutes les applications qu'on pouvait en faire et surtout la qualité de l'enseignement qu'il y avait. Donc aujourd'hui, il y a vraiment des pointures dans des domaines comme le sol, la sociologie rurale à l'Agro Toulouse. Et je retiens également les rencontres. Donc j'ai rencontré avec ma femme, par exemple, mais également tous les amis. Pourquoi je parle de ma femme, c'est elle qui m'a emmené sur les sujets de toute la partie environnementale, mais également agricole. Donc mon projet, je dirais qu'il s'est construit au cours de ma carrière pro et au contact de mon épouse. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai intégré Danone en stage et j'ai passé 20 ans chez Danone, donc une petite entreprise. Euh, j'ai fait différentes expériences. Au début, j'étais plutôt sur les métiers d'ingénieur supply, donc pas très connecté au vivant.
mais très sur de l'organisation, du process et du management. Et ensuite, j'ai eu la chance de partir aux États-Unis pour le leader des produits bio, pour m'occuper des achats de tous les emballages et gérer la stratégie durabilité autour des emballages. Et à ce moment-là, on est en 2011 et je me dis, je veux revenir à mes premiers amours et au contact de l'agriculture. Et donc, je m'occupe de la relation avec les producteurs de lait pour Danone sur le sud-est de la France au moment de la libéralisation du marché. Et donc, je m'occupe de mettre en place tous les nouveaux contrats en charge avec les producteurs. Et donc, moment très, très compliqué, mais en même temps très riche d'enseignement et très riche humainement. Et ensuite, je suis parti chez Blédina, responsable des achats. Et les 3 dernières années, je m'occupais de transition agroécologique pour Danone. Et donc, ça m'amène en juillet 2023. Et là, je décide de quitter Danone, donc il y a un peu moins d'un an. Et là, je vais vous parler de ce que je fais actuellement, puisque j'ai rejoint ce qu'on appelle une start-up, mais j'aime pas trop ce terme-là. On va dire une petite entreprise avec un mode de financement, on va dire, novateur. Et c'est deux anciens de Danone qui ont monté une entreprise qui s'appelle BioHello. Et moi, je m'occupe de toute la partie amont de l'entreprise. Et donc, en fait, je mets toutes mes compétences au profit de cette belle aventure entrepreneuriale. Et notre entreprise, elle s'occupe de développer la transformation fermière de yaourts brassés chez les agriculteurs. Et donc, on s'occupe de toute la partie ingénierie, mais également de développer toute la partie commerciale pour les agriculteurs. Et donc, c'est un sujet qui est au cœur des enjeux climatiques, biodiversité et également rémunération, puisque l'ADN de l'entreprise, c'est faire remonter de la valeur chez les agriculteurs pour maintenir de l'élevage bio en France. Je vous en parle avec beaucoup de passion, puisque honnêtement, c'est un métier qui est passionnant. Alors qu'il y a plein de contraintes quand on vient d'un grand groupe, hein, c'est-à-dire que c'est très, très désorganisé, il y a beaucoup moins de moyens, mais en même temps, je refais beaucoup de choses très opérationnelles, ce qui me manquait un peu dernièrement dans mes dernières expériences. Et puis c'est également un projet qui est très politique, puisqu'on est connecté très fortement avec toutes les lois qui sont EGalim, je ne sais pas si ça vous parle, c'est autour de la répartition de la valeur, des lois comme les lois AGEC, réduction des emballages, parce qu'on porte également une réduction drastique des emballages. Et donc, moi, dans cette entreprise, je m'occupe de toute la relation avec les agriculteurs, toute la relation avec les fournisseurs. Je m'occupe également des tableaux de bord de finances. Je m'occupe d'aller chercher des subventions auprès de fonds d'avenir bio, de FEADER. Et je m'occupe d'animer également la compétitivité, donc c'est pas un gros mot. Comment est-ce on fait des yaourts qui sont à la fin performants économiquement pour qu'on puisse en vendre? J'espère que j'ai été un peu complet. Comment je me vois dans 5 ans? Je me vois, peu importe le métier, je me vois au cœur des enjeux qui sont connectés à l'alimentation, qui sont comment on arrive à opérer une transition agricole qui permet d'adresser les enjeux climatiques et biodiversité et la rémunération des agriculteurs. Donc ça, c'est là que j'essaie en tout cas de contribuer et que j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice. Et, Pierre-Marie, et on termine sur l'alimentation santé avec Juliette. Oui, bonjour à tous. Je suis Juliette Raymond et moi je suis ingénieure agroalimentaire et de l'alimentation diplômée d'ONIRIS en 2020. Donc j'ai réalisé ma prépa BCPST à Rennes, à Châteaubriand. Et ensuite j'ai intégré ONIRIS puisque mon choix se portait sur les écoles d'agroalimentaire plutôt que les écoles d'agronomie. Et à ONIRIS, j'ai eu la chance de découvrir dans les 2 premières années plusieurs facettes de l'agroalimentaire, de la production, la qualité des aliments ou l'hygiène des aliments, par exemple, avec tout l'aspect microbiologique qui est indispensable dans la production alimentaire. Et également, et la matière pour laquelle j'ai eu un coup de cœur, l'innovation alimentaire et comment on crée de nouveaux produits. Et pour moi, c'était un coup de foudre. Je me rappelle de ce premier cours où je me suis dit, c'est exactement le job que je veux faire. Et je me suis spécialisée en analyse sensorielle, qui est l'utilisation des 5 sens pour caractériser des prototypes qui seront ensuite les futurs produits qui seront lancés par les marques. Et je me suis spécialisée grâce aux enseignements à ONIRIS, où il y a un corps d'enseignement qui est très spécialisé dans ce domaine, et aussi par un semestre à l'étranger, des stages dans plusieurs structures. Aujourd'hui, donc, mon activité, c'est chargée d'études en analyse sensorielle. Je travaille aujourd'hui dans le domaine de la beauté, puisque l'analyse sensorielle, c'est transférable à plein de domaines
même si c'est initialement un domaine issu de l'agroalimentaire, le métier reste le même. Donc, c'est possible de faire une passerelle et je peux en parler avec plaisir, mais les compétences restent les mêmes sur un métier lié à l'alimentaire. Aujourd'hui, mon quotidien, c'est de travailler avec mes collègues de la R&D qui sont chimistes et qui créent des nouveaux prototypes de produits et de les tester avec mon équipe, qui est une équipe de techniciens formés à l'analyse sensorielle pour tester ces produits et d'accompagner mes collègues pour identifier quels sont les bons prototypes qui sont suffisamment performants pour devenir ensuite de futurs produits et créer tout autour le marketing qui permettra de les vendre dans la bonne manière et de manière à ce que nous aussi on fasse du chiffre parce que côté R&D, l'objectif c'est de créer des produits qui se vendent. Et du coup, j'en parlais, je fais du management de projet, mais aussi du management d'équipe. Donc, pour l'instant, je manage 3 personnes qui me sont rattachées et grâce auxquelles on peut réaliser les terrains. Et on a des rôles très complémentaires, eux avec un rôle de réalisation des tests, donc plutôt en salle de test laboratoire, et moi avec un rôle de management de projet, de suivi des résultats et d'analyse plutôt globale pour donner le conseil qui permettra d'identifier les produits qui fonctionneront. J'aime beaucoup mon métier parce que j'ai beaucoup de variétés de projets. Je travaille avec des marques qui sont différentes pour des objectifs différents dans les produits. Et j'ai beaucoup d'interlocuteurs grâce à ça, que ce soit mes collègues chimistes qui, eux, sont très spécialisés dans ce domaine-là, donc j'apprends plein de choses, et aussi d'autres secteurs de test qui entourent l'analyse sensorielle dans les métiers de la R&D. Et j'ai aussi beaucoup de contacts humains avec mon équipe qui m'apprend beaucoup de choses sur la communication, la résolution de conflits. Et ça sert dans toutes les situations. Côté challenge de mon métier, je dirais que c'est la capacité à un peu sauter du coq à l'âne dans une même journée, de gérer plein de projets en parallèle. Mon métier, c'est pas un projet qui se termine et un autre qui commence, c'est plutôt entre 20 et 30 projets qui sont réalisés en même temps. Donc il faut suivre et s'accrocher et toutes les contraintes de mon équipe, où mon rôle, c'est aussi de les accompagner. Et parfois, il faut préparer une réunion avec ma direction en parallèle de régler les problèmes d'imprimante sur le terrain de mon équipe. Donc, c'est des sujets qui sont complètement différents, mais qui permettent de jongler un petit peu. Et concernant les évolutions, l'évolution que je vise pour ma part, c'est un métier qui serait moins technique, donc moins lié à une spécificité comme l'analyse sensorielle qui est très liée à la R&D, mais plutôt un métier qui soit transverse avec de la gestion de projet pour se positionner en coach en fait de création de produits et du coup d'accompagner des équipes sur du long terme et de pouvoir voir plein de projets. Un autre évolution qui est envisageable, c'est bien sûr d'évoluer horizontalement en prenant plus de responsabilités au sein du service que j'occupe aujourd'hui et qui permet aussi d'accéder au management de cadre, par exemple, avec des problématiques qui sont différentes de celles du management du terrain. Merci Juliette, merci beaucoup. Ben, n'hésitez pas à poser vos questions. Je pense que là, les participants en ont posé beaucoup, donc on a encore 3 intervenants. Et donc là, on va laisser la parole à Antoine qui va nous faire peut-être une intervention à 2 voix, hein, parce qu'effectivement, on est ingénieur, mais on est aussi papa, on a aussi une vie privée. Et donc, ne cache pas ton bébé et pour ton intervention. Ça fait partie de la vie après 18 heures. Antoine. Oui, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Antoine. Donc, moi, je suis co-gérant et cofondateur d'une société qui s'appelle Inbo. En fait, c'est une entreprise qu'on a créée durant à la fin de nos études. Donc, on était étudiant à l'ENSTIB, qui est l'école du bois, une école d'ingénieurs du bois. Et durant la dernière année d'études, avec des copains, on a monté un projet autour de la fabrication de produits en bois qui était un peu exotique. Donc, on faisait des skis en bois, des lunettes, des vélos en bambou et des planches de skate. Donc, tout ça dans un univers un peu de glisse voilà, et de sport outdoor. Donc, c'était vraiment un projet dans le garage. Enfin, c'était voilà, une façon de bricoler ensemble et d'occuper les week-ends. Et on s'est un peu chauffé à se dire pourquoi pas monter une boîte. On ne pensait vraiment pas que ça prendrait. Puis en fait, on a eu un écho assez positif sur le territoire des Vosges, avec un maire qui nous a accueillis dans son village. Voilà, on a eu, on va dire, un bon coup de pied à l'étrier.
Et donc, on a démarré ce projet, on était 5 copains, et aujourd'hui, donc 10 ans plus tard, on a une trentaine de collaborateurs. Et donc, on a recentré notre activité donc vraiment autour de la lunette en bois. On a mis un petit peu en stand-by tout ce qui était la partie produits vélo en bambou et les skates. Voilà, donc en gros, moi, mon métier, c'est celui qui va faire la partie créative. Donc, même si je suis ingénieur de formation, je me suis formé à la photo, à la création de sites internet, je me suis formé au design, au dessin produit. Donc, beaucoup sur YouTube, au final, on retrouve une source très riche d'informations. Une fois qu'on a les bases de comment on apprend, c'est un peu le cœur de la formation d'ingénieur, hein, c'est comment est-ce qu'on continue à en capacité d'apprendre régulièrement. Bah, on a pu, voilà, moi j'ai vraiment utilisé cette méthodologie d'apprentissage pour apprendre des choses qui étaient très différentes que le métier d'ingénieur. Et donc voilà, aujourd'hui, mon boulot, c'est tous les jours différents. Ça peut être une journée aller faire de la photo pour faire un catalogue. Le lendemain, ça peut être créer des produits, devoir les programmer des machines à commande numérique pour les usiner. Le lendemain, ça va être voilà, gérer des équipes. Donc, c'est vraiment un métier hyper polyvalent de gérant d'entreprise. Voilà, gérant d'une entreprise. Et puis également, aussi, un peu ce qui est particulier, c'est que c'est aussi une marque, donc avec une visibilité voilà, au national et tout. Et depuis peu, on a créé une deuxième marque qui s'appelle Linote, où on fait des lunettes avec du lin. Donc là, on a développé un procédé qui utilise de la fibre de lin française et avec lequel on vient l'infuser avec un bioplastique. Donc voilà, il y a une grosse part de R&D aussi dans ce qu'on fait. Voilà, je pense que je vais bientôt plus avoir le créneau pour discuter. Donc, je passe la parole et puis je vous remercie. Merci Antoine. Si vous avez des questions, vite, parce que tant qu'il a encore tes deux mains peut-être disponibles, mais au moins une pour répondre. Et donc, on va maintenant demander la parole à notre vétérinaire, représentant des vétos. Donc, je laisse la parole à Corentin, s'il est toujours là. Oui, je suis toujours là. Bonsoir à tous. Eh bien, tu peux nous parler de ton métier et de répondre aux questions que j'avais proposé de répondre. Ouais. Donc, bonjour Corentin. Moi, je suis diplômé d'Oniris cursus veto en 2020. J'exerce en tant que vétérinaire conseil en aviculture depuis ma sortie de l'école dans une structure. Donc, on a 5 sites sur 3 départements, la Vendée, la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire. On exerce en médecine collective des animaux d'élevage, donc principalement en aviculture, mais aussi sur les parties cuniculture, chevrettes laitières, veau de boucherie, et puis plus marginalement sur l'aspect gros bovin. On est 19 vétos sur les 5 sites, 26 salariés non vétos. Moi, en quoi consiste mon métier? Donc, j'ai un rôle d'accompagnateur auprès des éleveurs, que ce soit sur les parties, que ce soit sur des aspects sanitaires ou techniques. Oui, je l'ai pas précisé, on est un cabinet libéral, donc parce que en tant que vétérinaire conseil en agriculture, c'est aussi possible de travailler auprès d'une coopérative agricole. Donc moi, je travaille avec plusieurs organisations de production avicole. Donc on a ce rôle d'accompagnateur des éleveurs. On a aussi un rôle d'interface auprès des pouvoirs publics sur les aspects d'application des politiques sanitaires. Concrètement, l'accompagnement technique, comment ça se réalise? Il y a deux aspects du métier. J'ai une partie exercice cabinet avec du diagnostic de laboratoire et du diagnostic nécropsique qui nous occupe pas mal de temps. Et puis une partie élevage avec des visites qu'on dit patho qui font souvent suite à des cas vus au cabinet. Et puis des visites réglementaires voilà, liées à la réglementation, comme je le disais. Moi, les atouts que j'y vois, c'est la diversité des activités. Même si je suis spécialisé principalement en agriculture, donc sur la partie intervention directement en élevage, que sur cette partie-là, rien que sur l'aviculture, il y a une diversité des productions. Je suis sur une zone où on a à peu près toutes les espèces et tous les modes d'élevage.
donc que ce soit poule pondeuse, poulet de chair, que ce soit en conventionnel, donc standard ou certifié, ou en bio label, de la dinde, du gibier à plumes, du canard gras, du canard à rôtir. Et puis sur la partie examen de laboratoire, j'interviens aussi ponctuellement sur les filières lapins et chevrettes. Sur la partie chevrette, on fait aussi du consulting auprès d'autres cabinets qui, eux, font le suivi sanitaire et ils nous réfèrent les parties d'analyse de laboratoire. Donc ça, c'est un gros point positif, la diversité du travail. Ce qui est pour moi aussi un atout au quotidien, c'est finalement c'est la campagne Mon Bureau. Même si, comme je le disais, j'ai une partie d'activité cabinet, je suis aussi régulièrement sur le terrain, à intervenir directement auprès des éleveurs. Par rapport à d'autres collègues vétos, j'ai pas la contrainte des astreintes de nuit. On a uniquement la contrainte des astreintes jour et moi en tant que, enfin jour week-end, et moi en tant que salarié, j'ai pas cette contrainte-là. Je suis dans une structure qui a fait le choix que ce soit uniquement les associés qui réalisent les astreintes de week-end. La contrainte forte, elle est pour moi sur les aspects réglementaires. On est parfois entre le marteau et l'enclume, entre les éleveurs et l'administration, sur parfois des éleveurs qui ne comprennent pas toujours le bien fondé de certaines réglementations. Et donc nous, on a le rôle de les expliquer, de veiller à leur application via le mandatement sanitaire. Et puis une contrainte qui est liée aussi à la gestion des épisodes aussi. C'est pas toujours la partie la plus glamour du métier, mais ça fait partie intégrante de notre métier. Et ça s'intègre aussi sur des maladies avec un risque zoonotique potentiel, clairement dans cette optique One Health. Moi, dans mon cursus à l'école, comment j'en suis venu à exercer dans cette filière qui est très spécifique. On doit être je pense, une cinquantaine, une soixantaine de vétos exercés en aviculture en France. Initialement, je voulais exercer en activité en médecine individuelle classique en nouveaux animaux de compagnie en rentrant à l'école. En fait, rapidement, c'est via les stages et les enseignements, j'ai découvert une certaine appétence pour la partie médecine des animaux d'élevage. Et donc, au fur et à mesure de la réalisation des stages et des nouveaux cours dans les 3 premières années du cursus, donc les 3 premières années qui sont plutôt théoriques à l'école Veto à Nantes, je me suis rendu compte que j'aimais bien la médecine individuelle. C'était sympa, une césarienne sur une vache, quelque chose comme ça. Mais j'aimais bien ces approches de médecine collective où on est vraiment sur une gestion de troupeau, que ce soit à l'échelle du bâtiment d'élevage, de l'élevage ou d'une organisation de production, donc vraiment sur un bassin de production à l'échelle régionale. C'était vraiment cette partie-là qui m'intéressait le plus, avec du coup la construction de politiques sanitaires globales, de plans de gestion des maladies, des plans de prévention en jouant toujours sur ce jeu d'échelle. Et puis en termes d'évolution, moi dans les 5 ans, bah, je me vois bien rester. Je pense que je mettrai toute une carrière professionnelle à faire le tour de la question de l'aviculture. Les problématiques, moi déjà en 3 ans d'exercice, elles ont changé. Euh, les évolutions, elles se font plutôt, je pense, sur le mode d'exercice. Sachant qu'en veto, on a 3 possibilités de mode d'exercice. On a le mode salarié, euh, le mode collaborateur libéral et puis le mode associé. Dans les 5 ans à venir, je me vois plutôt m'associer dans la structure où j'exerce actuellement. Voilà, en espérant avoir fait Merci. le tour des questions qui me étaient Ouais, posées. merci Corentin. En fait, le temps passe très vite, et donc n'hésitez pas à poser des questions à Corentin si tous ceux qui sont intéressés par le métier de vétérinaire. Allez-y pendant que Roman va nous parler de son métier. Alors, c'est une autre approche de la santé via la nutrition. Donc, Roman. Bonjour, donc Romane Ravesté, je suis ingénieure nutritionniste porc chez MG2Mix. MG2Mix, c'est une firme-service qui va fournir à la fois à des fabricants d'aliments
et en direct à des éleveurs toute la partie oligovitaminique de l'aliment et également des solutions nutritionnelles qui peuvent parfois être à visée santé. Pour ça, on travaille notamment en collaboration avec pas mal de vétos au quotidien. Donc, moi, je suis spécialisée en porc, mais de manière générale, on a la possibilité de travailler sur la nutrition de toutes les espèces en sortant d'école d'agro. Mes stages et mon appétence ont fait que je me suis dirigée vers le porc. Au quotidien, j'ai 2 valences principales. Donc, une première valence de gestion de clients et de suivi avec du relationnel, des visites d'élevage, des gestions de problématiques spécifiques, des objectifs de performance derrière, mais également de santé avec des problématiques qui apparaissent au fur et à mesure du temps et des aléas des élevages. Et l'autre côté, c'est la partie plutôt R&D, où du coup, je suis les essais qu'on met en place dans notre station en propre, mais aussi des essais terrain mis en place chez des clients. Et bien sûr, avant tout ça, il y a toute la partie recherche bibliographique, mise en place des protocoles, avant d'aller en in vivo sur le terrain. De manière plus anecdotique, il y a aussi la participation à des séminaires, que ce soit des séminaires organisés par nos clients, mais aussi par des organismes, je pense à l'INRA, à l'IFIP, etc. Et au quotidien, pour moi, l'avantage de ce travail, c'est vraiment de pouvoir allier le relationnel et la R&D. Ce qui n'est pas forcément le cas dans ce domaine-là. Souvent, en nutrition, on sépare les chefs produits qui vont avoir plutôt l'aspect commercial et la R&D. Et ça, c'est permis notamment par le fait que l'entreprise ne soit pas aussi grande et aussi importante que certaines autres. Ça, c'est en fonction de ce que vous souhaitez faire. Et du coup, ça fait que mes journées sont très variables. Je peux être toute une journée sur le terrain ou à l'inverse, toute une journée à travailler sur la mise en place de mes essais ou la préparation de rendez-vous avec des clients pour améliorer la nutrition au quotidien. L'autre atout de ce travail-là, c'est je dirais le travail en équipe. Donc, on est une équipe de 4-5 personnes sur le service, mais on travaille avec tous les autres services, donc les autres espèces et la formulation qui est au support de tout ça. Et c'est ce qui permet que ce soit très enrichissant au quotidien et de progresser toujours, tous les jours, d'apprendre des nouvelles choses. Ensuite, si je reprends les questions qui nous étaient posées, qu'est-ce qui m'a motivée dans ma formation? Je ne l'ai pas dit, mais je suis diplômée de Montpellier Institut Agro Montpellier maintenant. Donc, j'ai fait mes 2 ans, mes 2 premières années d'école d'agro là-bas, sur des thématiques à la fois agroalimentaire et de production animale. Pour avoir ces 2 valences-là, c'était assez enrichissant de aussi aborder l'agroalimentaire qui se complète beaucoup de la production animale et permet d'avoir une vision assez globale finalement de la filière en allant jusqu'à la transformation et des process, ce qui me sert beaucoup au quotidien. Et à la suite de ces 2 ans-là, de par les stages et des aperçus que j'avais pu avoir au cours des enseignements, j'ai décidé de m'orienter plutôt vers la nutrition. Et pour ça, j'avais envie d'avoir toute la formation, qu'est-ce que la formulation, comment ça fonctionne. Et donc, j'ai fait ma dernière année à AgroParisTech sur l'option qui permet d'approcher ces aspects de formulation et de production animale qui me servent tous les jours. Donc, c'est vraiment une très bonne formation et si vous voulez aller vers des métiers de la production et de la nutrition animale, je la conseille. Après, il n'y a pas que celle de l'AgroParisTech, il y en a une à Rennes aussi qui rejoint beaucoup. J'ai beaucoup hésité entre les deux. Pour des raisons personnelles, je suis allée à Paris, mais bon voilà. Toujours est-il qu'aujourd'hui, je suis à Rennes et mon métier me plaît beaucoup.
est très enrichissant. Et comment je me vois dans 5 ans, très difficile, étant donné que je ne suis pas si plus vieille que vous. Hein. J'ai été diplômée il y a 12 ans. Ça fait qu'1 an que je suis sur ce poste-là. Avant, j'étais chez un fabricant d'aliments. Donc, je me projette dans l'évolution de ce poste, continuer à me spécialiser et agir en sens pour l'agriculture et de manière générale qui est en constante évolution avec des thématiques qui approchent autour de l'environnement et qui me paraissent très intéressantes et pertinentes pour la suite. Merci. Merci Romane. Et on termine le tour de piste par Mélanie, puisque dans les métiers des ingénieurs et des vétérinaires, il y a aussi la fonction publique. Et Mélanie, qui travaille au ministère de l'Agriculture, représente aujourd'hui la fonction publique. Voilà, merci, vous m'entendez bien? Très bien. Alors, merci à vous. Alors, l'ANSAT est bien représenté ce soir. Moi, je suis Mélanie Candas et donc j'ai aussi fait l'ANSAT. Alors, il y a quelques années, je suis sortie en 2005. J'avais suivi à l'époque une spécialisation qui s'appelait agromanagement. Je ne sais pas si elle s'appelle toujours comme ça. Alors, moi, j'ai voulu vous parler ce soir parce que je trouve ça intéressant de s'intéresser au métier, aux carrières publiques, bien que voilà, ça fait peu de temps que je suis fonctionnaire. J'ai été affectée à mon poste au mois de mars seulement, donc au ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, comme ça a été dit. Je suis chargée du pilotage du budget recherche et innovation en agriculture à Paris, donc en administration centrale. Donc, c'est-à-dire que au quotidien, je pilote un compte d'affectation spéciale qui s'appelle le CASDAR, un compte d'affectation spéciale pour le développement agricole et rural. Donc, c'est-à-dire que j'assure la gestion financière de ce programme budgétaire en lien avec la direction du budget à Bercy. Donc, le CASDAR, c'est peut-être un peu méconnu, donc c'est pour ça que je prends une seconde pour en parler. C'est un compte qui est alimenté par une taxe prélevée sur le chiffre d'affaires des agriculteurs. Il finance le développement agricole et rural et l'innovation vers la transition agroécologique. Donc voilà, je viens à peine de prendre mon poste, c'est un peu tôt pour vous partager un bilan. En revanche, ce que je voudrais vous partager, c'est d'abord ce qui m'a motivé à choisir cette orientation publique après plus de 15 années quand même occupée dans les secteurs privés et associatifs. Et ensuite, pourquoi j'ai choisi ce poste. Donc, j'ai goûté à l'animation, ce qu'on appelle l'animation des politiques publiques dans ma mission précédente à la Banque des Territoires, où je m'occupais d'un programme France 2030 dédié aux transitions agricoles et alimentaires. Et donc, ça m'a vraiment parfaitement enthousiasmée. Ça m'a donné envie d'intégrer le ministère de l'Agriculture dès que possible, et donc la fonction publique d'État. Mais à l'époque, je n'avais pas passé les concours. Donc, pour pouvoir exercer cette mission, j'avais signé un contrat de projet. Donc, c'est un contrat de 3 ans, renouvelable une seule fois, ce qui m'a donné le statut d'agent public non titulaire. Donc, ensuite, c'est pas, j'imagine à vous que je vais apprendre que passer des concours, c'est aussi faire des petits calculs statistiques. Moi, compte tenu des expériences que j'avais accumulées au fil de mon parcours, j'avais fait du développement commercial, de la communication, de la gestion, des ressources humaines. J'ai pensé pouvoir plus facilement valoriser ces compétences face au jury des IRA, donc les instituts régionaux d'administration, et par la voie du 3e concours. Donc les IRA, ils forment les attachés, ce n'est pas le corps où on retrouve le plus d'agronomes, loin de là. Donc ça, je veux que vous l'ayez bien en tête. Mais je veux aussi que vous ayez entendu parler du 3e concours parce que votre carrière, elle sera longue, vos envies, vos goûts, et vos contraintes personnelles, vos priorités, elles vont évoluer. Et comme l'a dit Madame la Présidente de l'Alliance en introduction, il faudra aussi savoir rester souple, agile, s'adapter à tout ça dans le temps, en fait. Donc le 3e concours, c'est une voie qui est proposée dans tous les concours de la fonction publique pour les agents ou plutôt les personnes en cours d'activité, en cours de carrière. Voilà, donc mettez ça dans un coin de votre tête pour plus tard. Aujourd'hui, ça ne vous concerne pas, on est bien d'accord. Et donc moi, en sortie d'IRA, j'ai choisi d'occuper ce poste parce que je voulais développer une compétence budgétaire, qui est une compétence assez recherchée dans la fonction publique, pas toujours très au goût des agros, mais voilà, dans l'idée ensuite de peut-être sur un prochain poste rejoindre une fonction plus technique. Donc là, je voudrais juste faire une incise, un petit point lexical, parce que ça peut être important pour vous, pour votre culture et même pour les oraux.
Donc, vous avez compris que moi, j'occupais un poste budgétaire, c'est-à-dire un poste qui appartient à la famille des fonctions support. Donc, fonction support, c'est un terme que l'on retrouve aussi dans le privé, vous connaissez ça très bien. Et on l'emploie dans le public par opposition au métier dit technique, où là, il y a davantage d'agents qui sont agro ou veto ou de formation initiale, comme vous. Hein, donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'au sortir de l'école, l'État sera très sélectif. Il prendra, voilà, il ira recruter les meilleurs d'entre vous sur les concours qui vous sont proposés. Donc là, je vous encourage à voilà, bien vous renseigner sur les concours qui s'offrent à vous en sortie d'école. Mais voilà, gardez en tête que tout au long de la vie, il y a aussi des passerelles qui seront possibles par la voie, par exemple, d'un CDD, d'un contrat de projet ou même d'un CDI, parce que maintenant l'État diversifie beaucoup les statuts de recrutement. Hein, ça, c'est en lien avec les évolutions de la loi, notamment sur la transformation publique, de la fonction publique, pardon. Et donc, voilà, juste en conclusion, moi, ce que je voulais vous passer comme message, c'est de rester un petit peu à l'écoute. La force de nos formations, c'est d'être tout terrain. Mais voilà, vous aurez probablement à rebondir peut-être en cas d'accident de parcours, hein, parce qu'il faut aussi en parler, ou simplement à bifurquer quand vos envies évolueront. Et ça peut être intéressant de s'intéresser à tout ça dès maintenant. Merci beaucoup, Mélanie. Merci. Je crois qu'on a fait un tour d'horizon d'un certain nombre de métiers. Ce ne sont que quelques-uns des métiers auxquels préparent les formations de nos écoles agro-véto, mais vous allez pouvoir vous renseigner et vous avez, du coup, pour la préparation de votre examen, déjà quand même une base de témoignages qui vous donne un peu les caractéristiques des principaux métiers. Comme il est tard, merci à tous pour les conclusions. Laurence Madame Deflessel va nous faire une petite conclusion de cette séance. Et comme je l'ai écrit, vous pourrez retrouver ce webinaire en replay vidéo dans quelques jours sur notre site. Laurence, pour la conclusion. Merci Philippe, merci à tous nos intervenants. Alors j'espère que vous avez passé un bon moment. J'ai trouvé que c'était passionnant. Je suis toujours ébahie de la diversité et je retiendrai, je pense que vous l'avez retenu, l'authenticité de nos intervenants. Et puis c'est aussi finalement ce que vous devez être lors de l'entretien, être authentique. Voilà, il a beaucoup été insisté, la cohérence et l'authenticité. Ne cherchez pas à rentrer dans une boîte, voilà, il n'y a pas des choses qu'il faut dire si ça n'est pas raccord avec ce que vous êtes aujourd'hui. Restez ouvert d'esprit. Bon, là, je prendrai ma casquette sur les deux volets d'ailleurs, tant pour un projet agro, pour un projet veto. C'est vrai qu'on regrette parfois un manque d'ouverture. Retenez aussi que si votre plan A, c'est veto, que le plan B, agro, c'est une richesse de métier, une capacité aussi à trouver et à évoluer dans des environnements de métiers qui sont passionnants aussi, voilà. Et je vous le dis avec beaucoup de conviction. Je suis à la tête d'une école qui évidemment accueille sur le campus ingénieur plus d'étudiants qui sont un peu déçus puisque ils souhaitaient avoir veto et je les vois vraiment tous s'épanouir au fil de la formation comme ingénieur et par rapport à tous les stages et voilà. Donc n'oubliez pas ça. Et vous avez eu certaines questions, enfin, qu'est-ce qui fait la force de nos écoles? Nous sommes des grandes écoles publiques. Évidemment, on peut se poser la question, il y a d'autres formations. Nous sommes des grandes écoles publiques avec un ADN particulier. Nos écoles sont formidables toutes. Vous avez des plateaux techniques uniques d'accès, un réseau d'alumni, d'anciens élèves, vraiment des relations très étroites. Ça, c'est la grande force de nos écoles. Vous pouvez accéder à des parcours recherche parce que nous avons des unités de recherche dans tous les domaines qui sont vraiment au devant, des unités mixtes de recherche avec tous les grands organismes
de recherche nationaux, l'INRAE évidemment, mais aussi enfin, le CNRS ou même l'INSERM par rapport au lien avec la santé. Donc, il n'y a pas besoin de retourner vers le réseau universitaire. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut bien retenir. Au contraire, c'est particulièrement recherché aujourd'hui, différenciant, d'être ingénieur-chercheur ou d'être vétérinaire-chercheur. Voilà. Et puis la fonction publique, évidemment, moi, ça fait 30 ans que je sers la fonction publique dans des métiers très différents. Vous avez eu des témoignages à la fois de la fonction publique d'État et de la fonction publique territoriale. Voilà, en tout cas, un métier, des formations riches, des métiers et des débouchés dans tous les territoires qui peuvent être compatibles. Et c'est important avec votre choix de vie et vos aspirations personnelles, et puis également par rapport aux personnes qui vous accompagnent. Ça, c'est ce qu'offrent vraiment aussi tous les débouchés agro et véto, c'est-à-dire des emplois à l'endroit géographique aussi que vous pouvez souhaiter. Ça, c'est un élément très important aussi qui est garanti avec nos formations. Très bonne soirée à toutes et tous et on vous souhaite voilà bonne chance dans tous ces voilà et puis un stress qui soit bénéfique et avec mes collègues directeurs on sera ravis et fiers de vous accueillir à la rentrée de septembre. Merci beaucoup, à bientôt et à une prochaine fois et bon courage et bonne chance. Au revoir, merci à tous, hein. Au revoir.